Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et aujourd'hui, nous recevons Charlotte Chambers-Farah, qui est directrice France de The Art Lost Register, une base de données mondiale dédiée aux œuvres d'art perdues et volées. Alors que le Louvre a récemment été confronté au vol de 8 bijoux et que plusieurs musées ont connu des incidents similaires, elle nous expliquera comment la plateforme collabore avec les institutions pour renforcer la sécurité des collections. C'est parti, c'est Art et Marché. Personne n'est passé à côté de l'actualité du vol des bijoux au musée du Louvre, mais malheureusement, ces actes d'effraction ont également touché plusieurs musées ces derniers mois, comme le musée national Adrien Dubouché à Limoges ou encore le musée national d'histoire naturelle à Paris en septembre dernier. Je suis ravie d'être en compagnie de Charlotte Chambers-Farah, qui est directrice France au sein de Art Lost Register. Bonjour. Bonjour Sybille. Merci beaucoup d'être avec nous. On va faire le point du coup sur tout ce mécanisme de vol. Est-ce que, déjà selon vous, en tant que professionnel analysant tout ce marché, il y a une augmentation effective de vols au sein de musées dernièrement ? Oui, certainement, on l'a vu dans l'année qui s'est écoulée, surtout en France. On a vu même le lendemain de ce braquage au Louvre, il y a eu un autre vol dans un autre musée sur des pièces en argent et en or. Et on voit que notamment, un des facteurs, c'est l'économie. On a vu que le prix de l'or, le mois dernier, a atteint des sommets assez élevés, ce qui est une motivation indéniable pour les vols sur des objets de matière résiduelle. D'accord, oui, donc c'est ça ce qu'on cible. C'est vrai que par exemple, à Limoges, c'était plutôt des céramiques venant de Chine, etc. Mais ce qu'on observe, c'est que pour l'instant, ce qui est ciblé, c'est vraiment tout ce qui est bijoux, tout ce qui est plutôt corrélé à une montée ou descente, le cours de l'or ou de l'argent, par exemple. Oui, bah c'est ça. Bon, on parle un petit peu plus d'un vol de commodité et non des vols des œuvres d'art. Donc, on l'a vu ça. Il y a eu un vol dans un musée au Caire. Un bracelet très important en or qui a été volé, qui était fondu en 2 semaines plus tard et vendu pour un peu moins de 3 000 €. Ah, comment on l'a vu ça ? Comment vous savez ça, du coup, que c'est vraiment cet or-là, c'est traçable ? Oui, la police a interpellé la personne et ils ont confisqué l'argent, bien qu'on a maintenant perdu une grande partie de l'histoire. C'était un bracelet qui est plutôt ancien. Et on l'a vu, comme vous l'avez dit au début, le musée Histoire naturelle de Paris. Aussi, oui. On a volé de l'or. Et encore cette semaine, dans ce musée de la lumière, il me semble que ça s'appelle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Donc là, on peut faire fondre l'or. Est-ce que sur les bijoux volés au Louvre, est-ce qu'on peut... il y a de grandes chances et un grand risque que les pierres, du coup, soient démantelées, revendues. Comment ça se passe quand c'est des bijoux ? C'est possible. Après, c'est compliqué de savoir l'état et la condition de ces pierres parce que c'est des bijoux qui sont assez anciens. Il me semble que le Louvre n'a pas une date précise, mais ça date du 19e siècle. Et c'est vrai qu'avec des diamants qui sont très anciens, c'est une qualité qui est très difficile. Et donc, ça peut être démantelé, retaillé pour former une nouvelle pièce. Mais c'est des pièces qui n'ont déjà pas beaucoup d'or, donc il n'y aurait pas d'intérêt de faire fondre tout ça. Il se peut, il y a 2 options, c'est que soit c'est retaillé, revendu sur le marché noir. Une autre option, c'est que ces biens peuvent être conservés et gardés en négociation, donc soit immédiatement, bien que ce soit compliqué avec la politique publique en France d'entrer dans une négociation de rançon. Mais si ces personnes ont un antécédent criminel, donc s'ils ont un passé criminel, ils pourraient garder ces biens pour entrer dans une négociation à une date ultérieure. C'est une option qu'on a vue dans des pays différents. Et l'utilisation de ces pierres, est-ce qu'elles sont traçables ? Parce que du coup, très anciennes, est-ce que même si elles sont taillées avec peut-être des analyses scientifiques, et on peut les savoir que ce sont ces pièces-là, ou c'est très difficile C'est très difficile à le dire à ce stade. Enfin... Donc, par exemple, un des diadèmes qui a 1080 diamants et il me semble 24 saphirs de Ceylan, on dit qu'un carat d'un saphir de Ceylan vaut entre 45 000 €. Après, c'est compliqué de savoir si la pièce est chauffée ou pas. La valeur dépend de ces données. Donc, c'est très difficile de le dire. D'accord. Et en quoi ça diffère d'un vol d'œuvres d'art, de tableaux, etc. Parce que quand il y a eu des vols d'œuvres d'art,
qu'est-ce que ces voleurs-là peuvent faire avec? C'est toujours la question, parce que quand il y a des œuvres magnifiques qui sont volées, comment, enfin, ça va forcément se voir. Après, on a tellement de données, justement, des bases de données comme les vôtres, de traçabilité maintenant numérique, etc. Quelles sont leurs possibilités? Pourquoi volent-ils Oui, ces tableaux, ces œuvres d'art qui sont si identifiables? une œuvre d'art, en fait, donc, si on prend l'exemple d'un Picasso, la Oui, valeur est dans l'œuvre entière. oui, Donc, même si on les coupe en 10 morceaux, on ne va pas pouvoir le revendre et c'est identifiable dans sa valeur entière. oui, Pour les bijoux, c'est autre chose, parce qu'il y a oui, la c'est ça. valeur. Donc déjà, je sais que le Louvre a donné la somme de 88 millions d'euros, il me semble. Et c'est très difficile à cerner si cette valeur est la valeur de la provenance. Donc un des diadèmes était dans 2 collections de reines, la reine Hortense et la reine Oui, et puis Eugénie. porté par des royaux, des personnes de la Voilà. famille royale. Donc Mais après, il y forcément, a la valeur résiduelle, c'est donc ça. vraiment la valeur de casse de l'objet. Et c'est pour ça que c'est un vol complètement différent. Donc c'est un vol de commodité qui pourrait être retaillé, démembré et formé sur une nouvelle pièce qui n'est pas identifiable de manière unique. Mais comment ça se passerait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle serait l'économie du vol pour une œuvre d'art? Comment est-ce que un voleur peut s'y retrouver en faisant des vols aussi identifiables? Pour des œuvres d'art ou pour des Pour bijoux? des œuvres d'art. Oui, il y a l'ancienne théorie que c'est des vols à commande. Que pour D'accord, moi, ouais. ça, c'est une histoire un petit peu Hollywood. C'est-à-dire que ça ne se fait plus? Je pense pas, mais on verra. La deuxième option, c'est comme j'en avais parlé, c'est de garder ses biens en tant que négociation. Donc Donc ça se fait. Ça, c'est des choses qui se font. Ça se fait. Après, ça dépend des lois dans les pays différents où les autorités pourront accepter une négociation de rançon ou une négociation de peine à une date ultérieure. Et sinon, par exemple, à Artlos, notamment ce qui concerne les montres, on voit que normalement des montres se retrouvent en Belgique. Donc d'un côté, la Belgique a une spécialité en termes de joaillerie, des laboratoires importants, mais il y a aussi le port d'Anvers, qui est un port très important où des millions de marchandises quittent ce port. Oui, de diamants, etc. Et des diamants tous les jours. Pour reprendre, donc on peut imaginer qu'ils se retrouvent en Russie ou en Chine ou en quelque part au Moyen-Orient. Donc ça, c'est une autre possibilité. D'accord. Quel serait l'état, est-ce que vous avez un aperçu de l'état général de la sécurité des musées? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous faites du conseil? Comment est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? On ne fait pas de conseils, mais on travaille énormément avec les musées, déjà dans la partie acquisition. Pré-acquisition, ils vérifient contre notre base. Mais je pense qu'un point important pour les musées aujourd'hui, c'est un point d'architecture. Donc, il faut faire la différence entre les bâtiments qui ont été conçus pour être un musée, par exemple la Fondation Louis Vuitton, et les bâtiments qui ont été convertis en musée, dont le Louvre, qui a été conçu comme un palais, des appartements. Donc déjà, il y a une difficulté de l'espace, ou par exemple les emplacements des fenêtres, le nombre de fenêtres. Donc je pense que les musées vont devoir développer une stratégie de sécurité qui prend en compte ces éléments. Ouais. Et donc c'est ça, ce serait ça le principal élément à développer, ce serait une meilleure architecture, une meilleure pensée de l'espace. Un meilleur plan de sécurité en fonction de l'architecture. Et je pense qu'un deuxième point, ce serait les inventaires. Donc, garder un inventaire qui décrit, bien entendu, l'objet, mais aussi prendre en compte la valeur résiduelle de l'objet. Ce qui pourrait indiquer déjà les mesures de sécurité à prendre, mais aussi avoir une idée de qu'est-ce qui pourrait être la valeur résiduelle pour peut-être, une fois qu'un objet est volé, comprendre quel parcours ce que la pièce pourrait prendre. D'accord. Et en fonction de cette valeur, ça va déterminer l'emplacement de l'objet par rapport au musée, à côté des fenêtres, etc. Oui, parce que vous, grâce à votre base de données, vous savez en fait, parce que j'imagine qu'il y a des histoires qui se terminent bien. Oui. Et vous retrouvez les objets, donc vous pouvez bien sûr analyser tous les parcours qui se font et ensuite partager vos connaissances à ce niveau-là. Oui, donc ça, c'était des conseils préventifs. Mais en effet, si jamais un musée subit un vol, la première chose à faire, c'est de le signaler, tout vol ou perte, parce qu'il y a aussi des pertes dans les manques d'inventaire, sur une base de données Interpol ou bien the Lost Register. Oui, c'est ça. Donc, si là, malheureusement, il y a un musée qui se fait cambrioler, la première chose à faire, c'est de toute façon, de le faire savoir, en tout cas.
C'est ça. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre ces pièces dans la base de données et toutes nos vérifications. Donc, on entreprend entre 500 000 vérifications par an. Donc, toutes nos vérifications sur le marché sont comparées à la base de données qui contient ces données. Donc, ces pièces vont rester enregistrées sur la base de données Artloss jusqu'à la date qu'elles soient identifiées sur le marché. Mais après, vous collaborez avec la police et les équipes de terrain. Comment est-ce Oui, que donc on travaille étroitement avec les forces de l'ordre de manière, d'un côté, informelle, avec des échanges de données, mais on a aussi des partenariats formels. Donc, par exemple, avec la Metropolitan Police de Londres, on a un partenariat d'échange de données depuis 2024 et on reçoit tous les soirs les données des montres volées. Donc voilà, on a des 2 modèles de coopération avec les forces de l'ordre. Est-ce que aussi vous conseillez de revoir peut-être cette valeur résiduelle dont vous parlez? Est-ce que j'imagine qu'elle évolue en fonction du temps? On parlait de l'or tout à l'heure. C'est parce que justement cette année le cours de l'or a explosé. Donc ça, c'est quelque chose auquel les musées doivent être particulièrement attentifs, de l'évolution peut-être de la valeur des œuvres qu'ils ont, parce que quelque chose du XVIIIe siècle, peut-être qu'à l'époque, c'était pas prisé, mais maintenant, ça le devient de plus en plus. Oui, carrément. Et je pense que après, je suis consciente qu'on en demande beaucoup au musée, surtout dans ce climat politique où il y a des changements budgétaires importants. Mais oui, en effet, garder un inventaire mis à jour en fonction de... En fait, 2 valeurs. Garder 2 valeurs. Une valeur historique de la pièce en entier, mais aussi la valeur résiduelle. Et quels sont les chiffres que vous avez des œuvres que vous retrouvez? Est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres que vous retrouvez après ces recherches, etc. C'est une majorité? Ce n'est pas une majorité? C'est vrai que les bijoux sont une des catégories pour nous la plus difficiles à identifier sur le marché parce que voilà, quand elles sont retaillées, démembrées, réassemblées pour former une autre pièce, c'est très difficile de les identifier de manière unique puisque notre travail, c'est vraiment de relier A à B sur la base de données. Et si on n'a pas ces données, c'est très difficile. Mais on a eu, donc par exemple, en 2021, on a récupéré 20 tabatières qui a été volées dans un musée à Temple Newsam en Angleterre. C'était un vol en 1981, donc on les a retrouvées presque 40 ans plus tard. Et je parle de tabatières parce que ça fait un petit peu partie de cette catégorie de joyaux, puisque souvent il y a énormément de pierres précieuses sur ces objets. Donc voilà, on garde l'espoir. On a vu en 2019 en Suède, quand les joyaux de la reine ont été volés, ils ont été récupérés dans une poubelle 6 mois plus tard. Donc c'est possible que quelquefois les voleurs se rendent compte que la charge du vol est trop grand et du coup ils se débarrassent. Donc voilà, on a l'espoir qu'on va les récupérer et surtout dans l'OCBC qui est une équipe formidable. Oui, puis là, la nouvelle a quand même fait le tour du monde, donc effectivement, il y a encore l'espoir de retrouver ces bijoux. Merci beaucoup, Charlotte Chambers-Farrar. Je rappelle que vous êtes directrice France de Artloss Register, donc cette donnée mondiale qui recense les objets volés et perdus. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.